Bon, bonjour tout le monde. Bon, c'est une réunion là, que l'on a organisée en deux parties et qui peut être intéressante pour beaucoup d'entre vous puisqu'elle se situe juste avant la COP. Une première partie qui va consister un petit peu à vous présenter la journée scientifique de Toulouse qu'on a appelée Quelle transition pour l'eau face au changement climatique, et une deuxième partie qui portera sur une étude qui a été menée dans le cadre du sous-groupe énergie du PFE dirigé par Laurent Bellé qui porte sur les BECS. Donc, je propose d'entrer directement un petit peu dans la journée de Toulouse, la journée scientifique, qui est une journée générale, qui est une belle journée préparatoire à la Convention climat. On l'a appelée « Quelle transition pour l'eau face au changement climatique ?» On va passer à la diapositive suivante. Donc, c'est une journée qui est organisée un petit peu autour de l'ensemble des problématiques que le monde de l'eau souhaite voir traitées. Bon, vous voyez qu'il y a une ouverture des personnalités de haut niveau, puisqu'il y aura Jean Jouzel, notre président, la présidente de Météo France et le directeur de la Dour-Garonne. Ce sont les organisateurs de la réunion. On aura une introduction par Valérie Masson-Delmotte et Johan Skulliman qui nous permettra un petit peu de faire un point des enseignements généraux que l'on peut tirer du rapport qui vient de sortir du GIEC. Nous avons prévu ensuite trois sessions de travail. Une sur l'évaluation et le suivi des évolutions, donc c'est plutôt la partie scientifique. Que peut-on dire de l'impact du changement climatique sur le régime des eaux? Que disent les scientifiques en France? Une deuxième partie qui est très importante, c'est quelles menaces pour l'eau? C'est tout ce qui tourne autour des risques. Vous voyez bien que c'est un sujet qui devient de plus en plus important, notamment avec les inondations. Et puis une session 3, évidemment, importante pour le PFE, c'est quelles solutions peut-on proposer? Plus effectivement une série de conclusions entre l'UNESCO, Éric Servat, qui a été le président du conseil scientifique qui nous a aidé à monter cette opération, Marie-Laure Vercamp, directrice du PFE, et Planton de Météo Climat. Voilà un petit peu, si vous voulez, comment s'organise cette journée. Alors, qu'est-ce que nous essayons de défendre au PFE dans ces journées? On va passer à la diapositive suivante, si c'est possible. Bon, cette journée, nous, on l'a conçue un petit peu autour de nos priorités que l'on cherche à défendre dans les conventions climat. La première priorité qui nous paraît importante, c'est de renforcer les connaissances des impacts sur le régime des eaux. Pourquoi? Parce que vous savez que les impacts, autant les problèmes de pollution atmosphérique que de suite deviennent des problèmes mondiaux, les problèmes d'impact sur le régime des eaux sont très régionalisés, très localisés. Ils peuvent être très différents. Il y a des gens qui vont subir les inondations, d'autres des sécheresses, d'autres des typhons. Et donc, ça suppose d'avoir effectivement des études régionalisées qui descendent assez bas dans les bassins versants. Ça suppose d'avoir des réseaux de mesure, des banques de données de prélèvement, de rejets, qui permettent de faire fonctionner des modèles. On a sorti deux publications là-dessus. Autant en France, on peut penser qu'on dispose de banques de données puissantes pour ces travaux, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de régions dans le monde, notamment en Afrique, où les banques de données étaient très déficientes, ce qui a amené à des réflexions pour savoir si on pouvait utiliser des nouveaux outils comme la télédétection. Donc là, c'est un sujet quand même qui est très important, parce que sans connaissance, il est évident qu'on ne peut pas avoir de politique sérieuse sur comment adapter la gestion des eaux aux impacts du changement climatique. Deuxième priorité pour nous, évidemment, qui est évidente, puisque le PFE, vous savez que nous avons trois groupes de travail principaux, ODD, biodiversité, climat. Nous estimons qu'il faut faire en permanence un lien entre l'eau, le climat, la biodiversité et les ODD. Il faut éviter de travailler en silo comme on a l'habitude de le faire. C'est particulièrement vrai pour l'agriculture. Troisième priorité, évidemment, le monde de l'eau est particulièrement touché par les problèmes d'adaptation. L'adaptation est souvent, on considère que dans les conventions climat, c'est un petit peu la deuxième roue du carrosse par rapport à l'atténuation. C'est un peu dommage parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, compte tenu des retards qu'on en a pris, il y a beaucoup de régions dans le monde qui vont être obligées de recourir à des problèmes d'adaptation. Et on n'a pas mis en place, vraiment, à notre avis, les outils pour définir clairement les politiques d'adaptation, quel suivi
quels indicateurs. Donc ça me paraît un sujet très important qui est récurrent dans les conventions climat, hein, qui est surtout une demande des pays du Sud, il faut le reconnaître, parce que les pays du Sud sont des petits émetteurs de gaz à effet de serre, donc ils s'inquiètent plus de l'impact de ce qui va se passer que des réductions de gaz à effet de serre, ce qui est légitime. Et donc, c'est un problème fondamental dans les COP. Quatrième priorité pour nous, c'est effectivement, nous rappelons toujours que l'eau ne peut pas être gérée en silo, hein, qu'il faut toujours la gérer dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. Ça fait partie des messages généraux du PFE. C'est vrai pour le climat, comme c'est vrai pour la biodiversité, comme c'est vrai pour les ODD. On ne va pas traiter séparément l'agriculture, l'eau potable, l'énergie. Il faut traiter tout ça dans la gestion intégrée des ressources en eau. Et la dernière priorité, mais qui est une priorité générale, il est évident qu'on ne fera rien si on ne renforce pas les stratégies d'atténuation. Donc, les réductions de gaz à effet de serre, ça, c'est fondamental. Hein, nous sortons cette année, ça veut dire qu'il faut réduire donc, les gaz à effet de serre. On pense que les services d'eau ont un rôle à jouer là-dedans. Hein, et cette année, nous sortons une étude sur la manière de réduire l'empreinte eau des services d'eau potable et d'assainissement. Alors, c'est l'empreinte eau et l'empreinte carbone, parce qu'on a voulu effectivement montrer que les deux étaient liés. Alors, vous savez que là-dessus, il y a beaucoup de progrès. Par exemple, tout le monde parle désormais de la station d'épuration du futur qui doit être autonome en énergie. Donc ça, on a fait une petite synthèse des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes qui peuvent être mises en place pour cet effet-là. Et puis, le deuxième point parti qui nous a paru important cette année, c'est de travailler sur les puits de carbone, et plus particulièrement sur les puits de carbone artificiels qu'on appelle les BECS, dont vous parlera tout à l'heure Laurent Bellet. Alors ça, c'est un point très important, parce que si vous regardez le dernier rapport du GIEC, celui qui est sorti cette année, hein, qui porte plus sur la partie expertise scientifique, le GIEC dit clairement trois choses qui nous paraissent importantes. Petit 1, la situation continue de s'aggraver. Chaque décade, depuis plus d'un siècle, est plus chaude que la précédente. Et nous avons désormais gagné 1,2 degré. Et on va inexorablement vers les 1,5 degrés d'ici 10-20 ans. Donc ça, le réchauffement est permanent et continu. Et deuxième diagnostic fondamental du GIEC, clairement, c'est l'action de l'homme qui explique cette évolution. Hein, parce que vous savez, il y a toujours eu des polémiques pour savoir s'il n'y avait pas d'autres facteurs, mais là, le GIEC est assez affirmatif en disant c'est à l'action de l'homme qu'il faut imputer le réchauffement que nous constatons actuellement. Deuxième diagnostic important dans ce rapport du GIEC, le GIEC présente une série de 6 scénarios d'évolution, donc 2 scénarios qu'on peut appeler durables, qui nous permettraient de revenir vers les 1,5 degrés, 1,5 à 2 degrés à la fin du prochain siècle, qui sont très exigeants puisqu'ils impliquent à la fois la neutralité carbone d'ici 2050, mais de poursuivre après 2050, d'avoir des émissions négatives. Donc, il implique effectivement de recourir, en plus des réductions de gaz à effet de serre, à ce qu'on appelle les puits de carbone de manière très forte. C'est ce qu'on appelle les scénarios durables. Aujourd'hui, pas grand monde n'y croit au vu des contributions qui ont été présentées par les États dans le cadre de la COP. Il y a 2 scénarios qu'on peut appeler scénarios moyens, qui sont les scénarios où les pays font des efforts, mais pas à la hauteur de l'enjeu, qui nous conduiraient vers la fin du siècle, vers 3 degrés. Et puis, il y a le scénario tendanciel, qui est malheureusement celui que l'on connaît, alors qui est rassurant parce qu'il nous dit qu'on n'ira pas vers les 7 degrés, comme ça avait été dit à l'époque, que le réchauffement sera limité à 5 degrés, mais on irait vers les 5 degrés à la fin du siècle. Donc, voilà un petit peu les scénarios qu'a présenté le GIEC. Donc, c'est assez inquiétant, hein, puisque, effectivement, nous pensons, enfin, clairement, quand on lit le rapport du GIEC, on est plutôt parti pour les 3 degrés que vers les 5 degrés. La dernière innovation de ce rapport qui est très importante, c'est que c'est la première fois que le GIEC présente les études régionalisées. C'est important pour nous sur 2 points, 3 points pour l'eau. Bon, d'abord, il y a effectivement ce que le GIEC estime
désormais inéluctable et qui va se poursuivre au XXIe siècle. Donc, c'est ce que vous connaissez, c'est la fonte des glaces arctiques et la montée du niveau des mers, donc avec toutes les conséquences pour de nombreuses installations littorales. Donc, ça, c'est. Et l'accélération de la montée du niveau des mers est maintenant admise et malheureusement inquiétante. Deuxième point sur lequel il semble y avoir un consensus, c'est un accroissement de ce que l'on appelle des pluies fortes et violentes, notamment sur l'Europe du Nord, bon, qui va se traduire par les conséquences que sont des inondations, telles que celles que nous avons connues sur la Roya ou qu'ont connues nos amis allemands cette année. Autre point qui est sûr pour le GIEC, c'est l'augmentation évidemment des canicules, avec les conséquences sur les feux de forêt. Ça, c'est l'autre point qui est sûr. Et puis, il y a un autre point alors, qui est plus contesté, c'est les sécheresses, parce qu'il sera plus régionalisé. Et c'est un point sur lequel le GIEC reconnaît qu'on manque de données, mais il identifie quand même des régions du monde, notamment c'est la Méditerranée, l'Afrique du Sud, la Californie, une partie de l'Australie, où vraisemblablement on va avoir un accroissement des sécheresses. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le paysage, et qui est plutôt, je trouve, inquiétant. De notre côté, au PFA, c'est toujours attaché, nous, à faire avancer qu'il y avait des solutions, qu'on pouvait, enfin, que le monde de l'eau avait des solutions tout au moins à proposer. C'est ce qui nous paraît important. On a sorti deux publications sur les solutions, donc c'est ce qu'on essaie de promouvoir. Donc cette année, on vous a dit qu'on le faisait sur les services d'eau et les puits de carbone. Voilà où on en est. Je ne sais pas trop, moi je suis incapable de vous dire ce qu'il va sortir de cette COP. L'état des négociations internationales n'est pas très bon, il faut bien le reconnaître. Nous sommes 5 ans après l'accord de Paris, on devrait arriver au premier bilan. Donc je ne sais pas trop où on va aller. Il y a visiblement, chaque année, on nous explique que l'urgence devient plus importante. Les scientifiques nous disent que, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de marier ODD, c'est-à-dire développement, climat et biodiversité. Voilà, si vous voulez, pour résumer un petit peu rapidement. Alors, ce que je peux dire, c'est que par contre, on a une belle mobilisation cette année pour la COP du monde de l'eau, puisque c'est la première année où il y aura un pavillon eau à la Convention climat, donc ça c'est assez important. Et du côté des partenaires français, nous avons eu au sein du PFE plus d'une dizaine de propositions d'événements à monter, qui vont depuis des problèmes scientifiques, améliorer la connaissance, jusqu'à des problèmes très pratiques, comme effectivement, comment peut-on améliorer l'efficacité des services d'eau et d'assainissement face au problème climat. Donc, il y a une belle mobilisation du monde de l'eau. Ceci dit, le problème, malheureusement, est toujours là. Voilà un peu pour vous résumer un petit peu ce que l'on, au niveau du PFE, avant de passer à la partie de l'étude de puits de carbone, mais je crois qu'il y a une première partie. Alors oui, dernier point quand même, sur la journée de Toulouse, donc sur laquelle je vous invite à assister pour ceux qui veulent avoir effectivement une vision générale des enjeux aujourd'hui tels que nous les analysons. Voici les inscriptions. Je crois, d'après ce que m'a dit Alexandre, qu'il y a déjà près de 400 personnes inscrites, 300 en distanciel et 100 en présentiel. Donc, je crois qu'il faut que vous fassiez vite si vous voulez vous inscrire. C'est ça, Alexandre? C'est ça, on est autour de ces chiffres-là. Après, du coup, la capacité maximale n'est pas atteinte, donc il y a encore de la place, vous pouvez venir. Et du coup, en effet, c'est accessible en distanciel pour ceux qui ne peuvent pas venir sur Toulouse, ou bien du coup en présentiel au Centre de conférence internationale de Météo France. Alors, c'est l'association Météo Climat qui gère les inscriptions, donc il faut vous inscrire auprès de l'association Météo Climat. Voilà, sur le site directement. Et si du coup vous êtes membre ou partenaire du PFE, vous avez donc accès aux réductions qui sont présentées ici. Et tout est simple et inscrit directement sur le site de Météo Climat. Il n'y a plus qu'à suivre les démarches. Voilà, donc juste une dernière chose, les inscriptions seront clôturées le 30 septembre, donc demain. Bien, alors on peut peut-être prendre quelques questions générales avant de passer à la présentation de notre étude sur les puits de carbone, sur les BECS. Je ne sais pas qui c'est qui va à la COP. Il y en a beaucoup parmi vous qui vont aller à la Convention climat? Non, moi, Jean-Luc, j'y vais, mais la semaine d'avant. Je vais à une réunion la semaine d'avant.
qui est sur la sortie d'un bouquin qui a été fait sur l'impact du changement climatique sur les services des eaux. Normalement, on aura une séance sur justement notre petite étude sur que peuvent faire les services d'eau potable et d'assainissement. Je crois que c'est sur le pavillon de la francophonie, hein, Alexandre, qu'on l'a programmé. Oui, on l'a soumis du coup sur le pavillon de la francophonie. On attend les validations. Pour l'instant, côté PFE, en effet, comme l'a dit tout à l'heure, l'a souligné Jean-Luc, on a soumis donc 8 ou 9 événements même sur les divers pavillons présents. Donc, on a soumis sur le pavillon officiel de la COP, le pavillon francophonie, le pavillon France et le pavillon eau, qui est du coup une première pour cette année. Et là, du coup, on a les retours actuellement du pavillon eau, pour lequel, sur les 3 événements qu'on a soumis, il y en a déjà 2 qui sont validés. Ça ne veut pas dire que le 3e ne va pas être accepté, hein, c'est juste qu'ils sont en train d'étudier les propositions petit à petit. Donc, on vous tiendra informé. Je communiquerai du coup, en tout cas sur le groupe climat, les informations liées à la validation des événements et pour vous donner un peu plus une idée du programme qui va se dérouler. Oui. Mais... Luc, j'ai une réunion après avec les gens de l'IWA, l'Association internationale de l'eau, qui va être assez présente pour une fois à la COP. Alors évidemment, c'est plus facile pour eux, puisqu'ils sont une charité anglaise, la distance est moindre. Et j'essaye de faire que Marie-Pierre Wallet, qui travaille en Angleterre depuis 15 ans, mais qui est une Française et qui a été... qu'elle y soit aussi, parce qu'elle est membre de l'IWA. Et donc, j'essaierai de vous connecter un peu avec les gens de l'IWA qui y seront, parce que je pense que ça peut être utile. Le message du PFE, moi, je le traduis en anglais parce que je pense que c'est intéressant pour les gens de l'IWA. Mais je veux dire, 95% de ce qui est écrit, l'IWA peut l'endosser. Il y a parfois des choses un peu françaises, hein. Et évidemment, mais 95% du texte, je dirais, c'est un texte qui est utilisable par tout le monde. Donc, je trouve que c'est... Voilà. Donc, je vais travailler un peu avec l'IWA pour voir comment on peut... peut-être l'IWA peut rebondir ou vous pouvez au moins vous supporter ou vous rencontrer, hein. Je pense que c'est une bonne occasion d'avoir des contacts avec l'association internationale. Merci. Mais je ne sais pas s'il y a de la place encore. L'IWA pourrait participer au petit side event que l'on fait sur les services d'eau d'assainissement encore. On pourrait envisager ça, ouais. Mais du coup, ce sera à discuter du coup, mais ça pourrait être une opportunité du fait qu'en plus, l'IWA a participé à cette seconde étude portée du coup par Iris sur les services d'eau et assainissement. Il y a 2 projets de l'IWA qui sont représentés dans cette publication. Donc oui, ça aurait du sens. On pourra voir ce qu'on peut faire. J'en parle avec Kala tout à l'heure et Marie-Pierre Wallet, donc on verra si ça peut être une opportunité. Ça marche, merci. Bien. Autre intervention éventuelle? Claire? Claire, c'est pour la suite, du coup, elle est prête. Ah voilà, Claire, elle est prête. Non, mais sinon, sur la partie générale, sur la préparation de la COP, est-ce qu'il y a des questions ou sur la journée de Toulouse? Ou c'est clair? Alors, donc, nous avons une question dans le chat de Bernard Vincent qui demande: nous avons regardé les déclinaisons du changement climatique présentées à l'occasion du Varenne. C'est juste une remarque. Oui, on en a un peu parlé, ça au PFE, puisque nous avons un sous-groupe agricole, effectivement, et c'est un point important. Autre intervention? Sinon, on va passer à la présentation de l'étude sur les puits de carbone. Or, qui est importante quand même, sur les puits de carbone, il y a quelque chose de très important quand même que raconte le rapport du GIEC. C'est que quand la température augmente, l'efficacité des puits de carbone naturels baisse. Ça, c'est pas rassurant. Et comme je l'ai dit, quand on regarde ce qu'on appelle le scénario durable, les puits de carbone artificiels seront sans doute nécessaires. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais enfin, je ne sais pas si Laurent, tu veux introduire les puits de carbone, l'étude sur les puits de carbone un peu plus avant que Claire intervienne. Oui, je vais faire une petite introduction rapide. Donc, déjà pour présenter Claire Dessoubry, qui fait son double diplôme d'ingénieur Minales, Université de Sydney, et qui, malheureusement, avec la crise sanitaire, n'a pas pu voyager en Australie pour faire ses semestres en présentiel là-bas.
Mais du coup, le point positif pour nous, c'est qu'elle a pu travailler pour nous, puisqu'elle a fait une année de césure, et du coup, elle a pu travailler sur ce rapport. Donc au départ, hein, c'était une étude comparative des technologies à émissions négatives et leur impact sur la ressource en eau. On avait visé très large. Et puis après, finalement, on a recentré un peu sur un sujet principal qui est la BECS, hein, donc la bioénergie avec le captage et séquestration du carbone, avec trois gros volets. Le volet amont sur la production de la biomasse, le volet production donc de la bioénergie thermique, et puis l'aval, la partie aval avec la séquestration et le stockage du carbone. Donc, 3 gros chapitres dans cette étude, sachant qu'on a donc un rapport qui fait une 40aine de pages, donc ça c'est le rapport complet qu'a fait Claire, une synthèse de 25 pages à peu près, si on enlève l'annexe et puis les premières pages, donc 25 pages de contenu, et qui sera bientôt diffusé, qui est en maquettage là, chez la graphiste, et qui est bientôt terminé, et puis une petite brochure de 4 pages de synthèse, de plaquette un peu publicitaire, qui est aussi en cours de finalisation. Donc tous ces documents sont bientôt disponibles et officiellement lancés dans les prochains événements, notamment la COP. Et puis donc ce travail a été fait avec le GT du PFE. Donc on a eu un copil mensuel là pendant 6 mois avec une présence permanente et continue de tous les membres, qui a permis de bien avancer, bien cadrer, bien orienter et surtout bien critiquer le travail, parce que c'est quand même Claire qui a tout fait. Nous, on était juste là pour critiquer et réorienter. Ce n'était pas facile parce que le sujet est très vaste et très large. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti d'un sujet large et qu'on a rétréci à la BECS rapidement. Mais même en rétrécissant à la BECS, en regardant les parties amont, aval, les impacts sur ressources en eau, etc., ça peut être assez large. Et puis elle a quand même regardé et fait une petite synthèse des autres technologies à émissions négatives, puisque c'était le sujet de départ. Donc un sujet très complet qu'elle a su synthétiser et vulgariser de manière excellente. Donc on est très satisfait du travail qui a été fait, et je vous invite chaleureusement à lire ce document dès qu'il sera disponible en version officielle. Et en attendant, Claire va vous faire un petit aperçu en 20 minutes de ce qui constitue ce document. Merci Claire, à toi la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci beaucoup du coup pour cette très jolie introduction et pour les commentaires sur le travail. Normalement, j'ai partagé mon écran, vous devez avoir le... Je vous laisse me confirmer que vous le voyez bien. Simplement, donc, pour revenir dans un premier temps sur l'objectif du PFE avec cette publication, qui me semble être essentiellement, étant donné la situation, je ne vais pas vous refaire un débrief sur les objectifs qu'on a actuellement, mais l'objectif principal était vraiment de regarder l'état d'avancement de développement de cette technologie et de voir quels impacts sur la ressource en eau étaient inclus dans le développement de cette technologie, afin de pouvoir sensibiliser avant de se lancer sur un développement à grande échelle et pouvoir vraiment sensibiliser sur ces questions-là. Je vous ai mis le sommaire de la publication ici pour pouvoir avoir un petit aperçu. Donc effectivement, avec une présentation de la technologie, des limites et des risques de cette technologie et les impacts sur la ressource en eau, ainsi que l'expertise française sur cette question. Simplement, on va commencer par expliquer un peu ce que c'est que la BECS. BECS, c'est pour Bioenergy with Carbon Capture and Storage, donc bioénergie avec capture et stockage de carbone. Le principe c'est donc de produire de la bioénergie à partir de biomasse et de capturer les émissions de CO2 qui y sont liées afin de les stocker en profondeur dans les sols. Donc avec la technologie CCS, c'est donc Carbon Capture and Storage, qui est déjà utilisée sur certains projets. Le principe de cette technologie, c'est donc une technologie qu'on appelle à émission négative. Le principe, c'est qu'au moment de la production de la biomasse, le CO2 est capté donc dans l'atmosphère au moment de la photosynthèse, et qu'on considère donc qu'en produisant de la bioénergie derrière, le CO2 qu'on rejette permet d'avoir un bilan neutre entre celui qui est capté par la photosynthèse et celui qui est rejeté par la production de bioénergie. Et donc de coupler cette technologie avec la technologie CCS permettrait donc d'atteindre des émissions négatives, puisque au lieu de rejeter donc ces émissions de CO2 dans l'atmosphère, on les stockerait en profondeur de façon durable, et donc le bilan du système serait négatif. Au niveau du CCS, le fonctionnement se déroule en 3 étapes. On va donc capturer le CO2 en sortie de
processus industriel afin de pouvoir donc le séparer d'autres composés chimiques avec lesquels il pourrait être mélangé, que ce soit de la vapeur, des particules, etc. Le compresser et le transporter jusqu'au site de stockage. Ce transport, il peut se faire par canalisation, donc via des pipelines, comme c'est déjà beaucoup développé comme réseau, par exemple en Amérique du Nord, pour le transport de gaz, ou bien par bateau, ce qui est encore assez peu développé pour le CO2, mais qu'on fait déjà très bien avec le GPL, ou par train ou camion, mais ce qui semblerait pas forcément très rentable, à part peut-être pour des circuits très courts. Et ensuite, donc, un stockage géologique qui peut se faire dans des réservoirs de gaz naturel ou de pétrole qui auraient été déjà exploités, ou alors dans des aquifères salins. Et ce stockage-là, on peut le faire onshore, donc sur les continents, ou alors offshore en mer, ce qui est actuellement, du coup, la solution la plus développée. Le processus de CCS, simplement pour préciser, il peut aussi être appliqué directement sur des activités industrielles, par exemple pour les cimenteries, les industries sidérurgiques, pétrochimiques, etc., pour lesquelles les émissions de CO2 elles sont inhérentes au processus chimique. Et donc, du coup, on n'est pas actuellement capable de réduire les émissions de CO2. Donc, le procédé CCS est également étudié pour ça. Je vais vous mettre donc, voilà, quelques chiffres. Au niveau français, pour la BEX, on a eu un seul projet pilote en France au niveau du site de Lac dans le sud de la France, dirigé par Total. Dans un de ces derniers rapports, l'ADEME a identifié 3 zones donc, de stockage exploitables situées autour de Dunkerque, du Havre et donc de Lac. Et au niveau de la stratégie nationale bas carbone, on est actuellement à une estimation de 10 mégatonnes de CO2 par an captées par la BEX en 2050, parmi les 15 mégatonnes prévues de capter donc, par BEX plus CCS. Dans le monde actuellement, on a donc 5 centrales qui sont... Claire, ouais, juste un commentaire, le projet de LAC, c'est juste de la CCS, hein, c'est pas de la BEX. Ah oui, pardon. Le projet de LAC, effectivement, c'est juste la CCS, c'est pas BEX. Au niveau, par contre, du monde, on a donc 5 centrales BEX qui sont actives dans le monde, qui capturent actuellement 1,5 mégatonnes de CO2 par an, et une vingtaine de projets qui sont en cours en termes de BEX et de CCS, principalement donc, liés à l'exploitation pétrolière. Et donc, actuellement, on est à 40 millions de tonnes de CO2 captées par an, ce qui est assez anecdotique par rapport aux 37 milliards de tonnes qu'on émet par an. Donc, on est actuellement capable de capter que 1 millième des émissions. Par rapport donc, aux estimations faites actuellement, le rapport de l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui est sorti en 2021, prévoit donc en 2050 1,3 gigatonnes de CO2 stockés par l'APEX. Donc, en fait, au vu de tous les chiffres qui sont actuellement disponibles, de ce qui est actuellement fait et ce qui est actuellement prévu, il y a beaucoup de scénarios qui sont, notamment ceux, par exemple, du GIEC ou de l'AIE, qui sont pour l'instant beaucoup très ambitieux et qui sont beaucoup critiqués, puisque par un manque de réalisme en fait, vis-à-vis des chiffres actuels, notamment aussi au niveau des surfaces de terre disponibles, parce qu'à chaque fois qu'on parle de BEX, il faut évidemment de la production de biomasse. Et donc, ça nécessite à chaque fois une quantité de terre arable assez importante. Et on n'a actuellement pas assez d'informations au niveau de la disponibilité d'une biomasse durable utilisée pour approvisionner tous ces sites. Je vais continuer sur, rapidement, en tout cas, sur la viabilité économique, sociale et environnementale de la BEX. Au niveau économique, bien que les technologies elles soient matures, chacune séparément, on a un manque d'opportunités économiques pour pouvoir développer la BEX dans le monde, principalement à cause du coût du CCS encore aujourd'hui, notamment au niveau de l'étape de captage qui demande beaucoup d'énergie et qui, donc, du coup, induit un coût important. Les principaux systèmes qui sont développés actuellement, ils sont liés à la récupération assistée du pétrole, ce que je vous disais un peu précédemment, où en fait l'extraction du pétrole supplémentaire qu'elle permet va permettre de rendre le processus rentable. Donc le principe, c'est que du coup, le CO2 est injecté dans la nappe de pétrole. Ça permet d'augmenter les rendements de l'extraction, sachant qu'actuellement, ce CO2 qui est injecté dans la nappe de pétrole, il ne reste pas forcément. On l'injecte pour récupérer le pétrole, mais on ne le laisse pas forcément dans
dans le puits de pétrole une fois qu'il a été injecté, et également aussi actuellement le coût CCS qui est encore plus fort que le coût de l'émission d'une tonne de carbone, et donc du coup qui limite aussi les possibilités de développement. Au niveau social, on a également aussi un manque d'acceptabilité sociale pour pouvoir développer plus de projets, notamment au niveau onshore, où on a beaucoup d'opposition pour les projets qui sont mis en place, et l'ADEME effectivement a reconnu qu'il y avait beaucoup de projets qui avaient été annulés à cause de cette opposition sociale. Donc, les projets sont actuellement principalement en offshore, ce qui du coup rend les coûts un peu plus élevés pour le transport et la mise en place des projets. On a également un risque de potentiel impact au niveau de la sécurité alimentaire, puisque à partir du moment où on a l'utilisation des terres, on va entrer en concurrence avec l'agriculture, la production alimentaire, en termes de disponibilité, de capacité de production, et aussi de hausse des prix potentiels, et qui peut également être aussi contrebalancé pour un développement qui serait correctement monitoré, avec une possibilité aussi que cette production de biomasse elle puisse soutenir la production alimentaire, la croissance du secteur agricole par exemple, ou créer de nouvelles opportunités de revenus, d'emploi, etc. Et qui pourrait peut-être arriver à aussi avoir un point positif. Dans tous les cas, ces impacts-là, du coup, dépendront énormément du lieu d'implantation, du choix de la biomasse utilisée, de la bioénergie produite et de son adéquation avec le contexte local de l'installation. Et au niveau environnemental, on a évidemment du coup un impact au niveau du changement d'utilisation des terres, qu'il soit direct ou indirect, puisque l'utilisation des sols elle est quand même très importante. En 2020, elle correspondait pour la bioénergie à 330 millions d'hectares, donc ce qui représente la superficie de l'Inde. Et le scénario de l'AIE prévoit d'atteindre 410 millions d'hectares en 2050, ce qui commence à faire une surface très importante, et donc du coup qui induit également un impact sur la biodiversité, que ce soit en termes de conversion de terres agricoles, de conversion d'espaces naturels. Et évidemment, actuellement, on sait déjà donc, que la production agricole est cause d'une perte de biodiversité terrestre déjà aujourd'hui, et que ce soit biodiversité animale ou même au niveau de la flore. On a également au niveau environnemental une discussion sur le bilan des émissions, ce qui serait vraiment négatif sur un tel procédé ou pas, notamment à cause de la difficulté de comptabilité des émissions de CO2, ce qu'on appelle le carbon leakage. Donc, en fait, il y a tellement de domaines qui sont impliqués dans ce processus qu'arriver à avoir une comptabilisation correcte et être certain que le bilan à la fin est bien négatif, c'est assez compliqué, notamment parce qu'on a donc des émissions liées au changement d'utilisation des terres, qu'elles soient directes ou indirectes, aux procédés agricoles qui sont utilisés au transport de la biomasse, même si ce n'est pas forcément le plus important dans le bilan, et aussi à la mise en place du CCS, donc en termes d'énergie nécessaire pour capter le CO2, de frais de construction, puisque actuellement les infrastructures ne sont pas toutes disponibles, et puis potentiellement des pertes qu'on va avoir aussi en termes de capture de CO2 depuis la production de bioénergie jusqu'à l'injection du CO2 dans les sols. Au niveau des émissions, on a aussi une controverse autour de la biomasse bois, qui a donc une efficacité énergétique qui est plus faible que le charbon et qui est encore donc beaucoup discutée pour son utilisation. Également aussi parce que en termes de gestion des écosystèmes sur la biomasse bois, quand on n'utilise pas uniquement des résidus, mais qu'on utilise donc l'exploitation des forêts en tant qu'écosystème entier, on a une discussion sur la capacité d'absorption des forêts qui varie en fonction de l'âge de la forêt. Et comme on le disait également, avec les effets du changement climatique, il me semble que c'est Jean-Luc Redeau qui disait ça tout à l'heure, qu'effectivement la capacité d'absorption du CO2 des puits de carbone naturel évolue aussi, et pour une forêt, ça va dépendre de la température, de l'humidité, du sol, de la pente, de l'altitude, enfin d'énormément de facteurs, et donc c'est difficile d'être sûr quand on exploite une forêt que les émissions CO2 seront bien compensées. Et on évoque aussi de temps en temps donc, la malhonnêteté industrielle, par exemple pour un stock de CO2 qui serait transporté jusqu'à une zone en mer pour pouvoir être injecté. On n'a pas actuellement beaucoup de détails sur comment est-ce qu'on ferait pour pouvoir être certain que ce CO2 est bien injecté dans les sols de façon durable et pas simplement dégazé en pleine mer, puisqu'on est sur un gaz inodore, incolore et
est difficile à détecter, on va dire, visuellement à l'œil nu, et donc difficile à contrôler. Au niveau du bilan des ressources en eau, le premier gros impact va forcément être donc, du coup, l'utilisation de la biomasse, alors principalement pour les cultures agricoles et couverts forestiers, puisque l'utilisation de déchets comme biomasse ou même de biomasse marine, même si c'est encore très peu développé, aura moins d'impact sur les ressources en eau douce. Je vous ai remis donc le chiffre. Effectivement, actuellement, l'agriculture, c'est le plus gros consommateur d'eau sur la planète. Donc, au niveau de la culture de la biomasse, qui est difficile finalement à évaluer, puisque l'empreinte eau des cultures, elle va dépendre de pas mal de choses. Le graphique que vous voyez là à gauche vous représente l'énergie produite par unité d'eau consommée de différentes espèces en fonction des régions dans lesquelles elles sont cultivées. Et en fait, on se rend bien compte que la consommation d'eau, elle va dépendre de l'espèce, de la localisation de la culture, des pratiques agricoles utilisées, des conditions climatiques, etc. Et donc, c'est difficile de pouvoir dire super, on fait de la bioénergie avec telle espèce et tout se passera bien et on ne consommera pas trop d'eau. Également aussi, du coup, au niveau de la pollution, puisque pour un système agricole intensif, on va avoir peut-être des excédents d'engrais, des pesticides, des méthodes d'agriculture et d'irrigation qui ne seront pas forcément les plus optimales aussi, des contaminations accidentelles qui peuvent aussi arriver. Et donc, du coup, des conséquences sur la pollution et la qualité de l'eau localement assez importantes. Et aussi un impact sur le cycle de l'eau qui est peut-être un petit peu plus caché, mais forcément, à partir du moment où on va avoir une action au niveau des couverts forestiers, par exemple, ou d'écosystèmes comme les zones humides, qui sont actuellement assez menacées par l'activité humaine, et parce que c'était initialement jugé un peu inutile, et on a déjà donc nos zones humides en France, elles ont déjà diminué de 50% depuis le début du siècle dernier face aux pressions d'activité humaine. Et en fait, ce sont des écosystèmes qui sont menacés par un besoin en terre pour la production de biomasse. Et donc, toutes ces conséquences également sur la qualité des sols, puisqu'un sol dégradé va favoriser donc l'érosion, le ruissellement, le manque d'infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques, et donc forcément impacter à la fois la disponibilité des ressources en eau au niveau local et le fonctionnement du cycle de l'eau également. Donc au niveau de la production de la biomasse, c'est l'élément qui a l'impact le plus important pour le système BECS en général. Et suivant donc du coup ce qu'on a vu ici au niveau vraiment concret de consommation et de pollution d'eau, mais également aussi plus généralement sur l'impact sur le cycle de l'eau. Pour la production de bioénergie, comme toute centrale thermique, on va avoir besoin d'eau également aussi en prélèvement ou consommation d'eau pour le refroidissement des centrales, parce qu'on a un procédé thermique et que actuellement c'est de l'eau qu'on utilise pour refroidir nos centrales. Également des possibilités de pollution physique ou chimique. Ce que j'entends par pollution physique, c'est le rejet d'eau dans les cours d'eau qui seraient donc à température différente, par exemple, et donc chimique, peut-être avec des composés pollués par des composés chimiques. C'est quelque chose qui est très réglementé en France. On a des seuils à ne pas dépasser, etc., pour pouvoir respecter la biodiversité qui sont dans les cours d'eau et les alentours des centrales. Mais par contre, c'est quelque chose qui est assez peu réglementé dans le reste du monde, ou en tout cas pas forcément partout, notamment dans les pays en développement, par exemple, et qui, du coup, pour nous, peut paraître un point pas forcément de grosse attention au niveau de la question de l'eau, mais qu'il ne faut quand même pas oublier, puisqu'on n'est pas tous sous les mêmes réglementations. Et également un impact donc, au niveau du potentiel donc, d'acidification et d'eutrophisation, qui sont donc causées par les émissions liées à la combustion dans les centrales, et notamment aussi à l'élimination des cendres, etc. Et enfin, sur la partie donc, capture et stockage de carbone, on a actuellement assez peu d'études qui sont disponibles au niveau de l'impact sur la ressource en eau. On a une consommation qui tend quand même à augmenter via l'utilisation de ce procédé-là, notamment pour les procédés de captage. Une consommation et une pollution quand on a, en fonction des différents procédés qui peuvent exister. À nouveau, certaines études donc, évoquent le risque d'augmentation du potentiel d'eutrophisation et d'acidification au niveau de l'eau. Chiffres qui sont parfois donc, énoncés comme étant à prendre avec précaution, puisqu'on a des
des améliorations techniques qui sont faites très régulièrement sur ces procédés qui sont donc assez étudiés, donc à savoir si les chiffres sont encore valables actuellement ou pas. Comme je vous le disais, on n'a pas énormément d'études, donc c'est assez compliqué d'avoir une vraie idée. Et une potentielle contamination au moment des forages, mais qui est jugée assez faible, notamment si on met en place de bonnes pratiques et une surveillance des sites adéquate. On n'a pas trop de risques au niveau de la contamination, par exemple, de nappes phréatiques, etc. En conclusion, je pense que ce qui ressort de tout ça, c'est principalement qu'effectivement, on a des risques au niveau de l'eau, nombreux, pas forcément tous connus, mais surtout que ces risques sont à étudier de façon très locale. Et évidemment, les ressources en eau sont des ressources locales, et donc du coup, il est important de regarder au cas par cas, finalement, sur chaque installation, est-ce qu'elle est adaptée au contexte et est-ce que la production de biomasse, par exemple, est également adaptée au contexte actuel. Je vais juste finir en vous présentant rapidement 2 petits exemples qui me paraissaient pertinents au niveau européen. Le premier, le projet Drax, donc, au Royaume-Uni, qui a un projet de conversion d'une centrale à charbon entièrement à la biomasse et ensuite à l'ABEX. Donc, on a 4 réacteurs sur les 6 de la centrale qui sont approvisionnés avec des pellets de bois en 2020. Le gros commentaire qu'il y avait à faire sur ce projet et que ce projet a permis de révéler, c'est que l'approvisionnement en biomasse, il n'est pas si évident que ça. Et que, comme vous voyez ce qui est écrit sur le diapo, on a 13 millions de tonnes de bois qui étaient nécessaires pour approvisionner la centrale en 2018, ce qui représentait 120% de la production totale de bois au Royaume-Uni. Et en fait, c'est ce qu'a mis le projet en avant, c'est que l'approvisionnement en biomasse n'est pas forcément évident, qu'il faut du coup souvent aller la chercher un peu plus loin que le lieu où est la centrale. Et donc voilà, on a eu également d'autres controverses sur le sujet, notamment, comme je vous le disais, à propos de la biomasse bois, puisque l'utilisation de la biomasse bois est aussi assez controversée. Et donc, en fait, le projet actuellement produit de la bioénergie, capture son CO2, il n'est pas encore injecté dans les sols. Et le but, c'est que ce projet soit relié avec un autre projet européen, Northern Lights, qui est un projet norvégien, qui est donc de créer un réseau de captage et de stockage de carbone sur la mer du Nord, et qui serait en fait en capacité de pouvoir collecter sur les ports stratégiques au niveau de la mer du Nord, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, enfin, sur toute l'Europe du Nord, pouvoir capter le CO2 provenant d'activités industrielles ou potentiellement de bioénergie si c'est installé à proximité, de l'acheminer jusqu'à un lieu de stockage intermédiaire au niveau de la Norvège. Et ce CO2 sera ensuite donc, du coup, apporté jusqu'au lieu de stockage sous terre via les 110 km de pipeline. Et donc, on a une estimation de 1,5 mégatonnes de CO2 par an qui pourrait être stocké. Et ce projet devrait donc démarrer en 2024. Et notamment mené en collaboration entre Equinor, Shell et Total. Je suis passée un petit peu vite sur tout plein d'éléments, histoire de vous donner une vision approximative de ce qui peut être dans cette synthèse. Il y a un peu plus de détails, je suis passée très vite sur le détail des impacts en eau, etc. Mais bon, le but était de pouvoir être assez concis. Je pense qu'on peut passer du coup à un moment de questions. Si vous avez des questions sur le sujet, je ne vois pas du tout le chat, je ne sais pas si on a des questions qui sont arrivées ou si vous avez des questions sur la présentation, je me ferai un plaisir de répondre du coup avec le soutien de mes collègues sur l'étude. Merci Claire. Juste avant de passer aux questions, un point d'éclaircissement quand même, parce que tu as pas mal parlé au départ d'agriculture, de compétition avec l'agriculture. Ce que tu n'as pas dit et qui est dit dans le rapport quand même, c'est que l'essentiel de la bioénergie aujourd'hui utilise des résidus ou des déchets et pas de la biomasse primaire, et qui du coup pourrait engendrer de la déforestation ou de l'utilisation de nouvelles zones agricoles. Donc, généralement, soit c'est des coproduits agricoles, soit c'est des résidus de pommiers, ou d'arbres ou de forêts, etc. Et il y a très peu aujourd'hui de cas de bioénergie où on utilise la biomasse disons, primaire avec le premier objectif de produire de l'énergie, à part l'exemple que tu donnais de Drax, et qui est un exemple conséquent puisque c'était la conversion d'une centrale charbon de 2000 MW, donc une grosse centrale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font venir des arbres du
Canada, parce qu'ils ont besoin de volumes importants. Donc, même s'ils assurent que la forêt est gérée de manière durable, etc., il y a quand même des grosses quantités en jeu. Mais c'est un cas un peu particulier parce que la plupart des projets de bioénergie, c'est des centrales qui font entre 20, 40, 50 mégawatts maximum et pas 2000 mégawatts comme celle de Drax où du coup ça demande des quantités énormes et du coup souvent effectivement c'est plutôt des résidus, des déchets qui sont utilisés. Donc, voilà, c'est un point d'attention pour pas penser que c'est que de la biomasse énergie primaire qui est utilisée, c'est plutôt des cas un peu exceptionnels. Bon, il y a des questions de Bernard Vincent et Diane Darras. De main levée, en effet. Donc, Diane. Merci, oui. Mais vous avez en partie répondu, Drax, c'est 2000 mégawatts. Ma question serait un petit peu si on a une ordre de grandeur de ce que ça correspond par rapport à la production. Enfin, éviter le CO2 de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de parler de 0,001% de leur CO2 pour avoir des ordres de grandeur. Je trouve que c'est toujours intéressant d'aller comprendre que avoir 120% de la production de biomasse de forêt de la Grande-Bretagne permet d'avoir un impact de très peu. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant dans l'eau, on sait que le CO2 impacté par l'eau pour la production d'eau, l'assainissement, mais aussi l'usage de l'eau, ça c'est important, c'est de 5 à 7%. Et donc, je trouve ça intéressant d'avoir des ordres de grandeur pour voir s'il ne vaut mieux pas nous pousser à la réduction de l'usage de l'eau, à être plus efficace, etc., que ce genre de choses. C'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye dans la balance. Donc, est-ce que vous avez un ordre de grandeur du pourcentage ou un chiffre qui me permettrait d'aller chercher le pourcentage du CO2 par rapport à la Grande-Bretagne? De quoi est-ce qu'on parle? Oui, Diane, si on parle en pourcentage, effectivement, ça sera inférieur à 1%, ça c'est sûr. Alors le cas de Drax, c'est différent parce que c'est une conversion de centrale thermique. C'est-à-dire que tu avais 2000 mégawatts de centrale thermique et du coup, soit tu continues à faire 2000 mégawatts de charbon et à polluer, soit tu fais autre chose et puis tu veux faire du nucléaire, c'est compliqué, tu veux faire de l'éolien, c'est compliqué, tu veux faire du solaire, c'est compliqué. Donc après, il faut trouver des alternatives. Et après, pour les autres bioénergies, c'est pareil, c'est des petits projets de 30-40 mégawatts qui permettent d'utiliser les résidus et puis d'optimiser la production ENR locale et de contribuer, de faire l'effort de contribuer mais en pourcentage, ça restera toujours limité. Et après, le volet CCS que tu rajoutes à la bioénergie, effectivement, pour l'instant, économiquement, ce qui a montré clair, c'est que c'est encore pas tout à fait rentable aujourd'hui au prix de la tonne de carbone. Ça peut le devenir à terme. Mais voilà, mais ça reste une contribution limitée à l'effort. Et ce que disait aussi Jean-Luc au départ, c'est que pour l'instant, il y a quand même pas mal de scénarios, que ce soit d'IEA, de l'ADEME ou même européens, etc., qui misent, parce que c'est en 2050, donc en 2050, on reste gratis, sur des quantités énormes de puits de carbone, de bioénergie, etc. Et concrètement, après, quand il faut les mettre en place, on n'est pas sûr que c'est des cibles qui sont très, très ambitieuses. Et Claire le rappelait d'ailleurs au début de sa présentation. On a des cibles quand même très, très ambitieuses et on voit très mal comment, en termes d'accessibilité, enfin, sur le volet environnemental, économique et social, on arrivera à sortir ces projets soit émissions négatives, soit de bioénergie, soit même au niveau des LR. Juste un petit commentaire. D'autres questions, Bernard, Vincent et… Oui. Bernard Vincent. Bonjour, oui, le temps d'activer, percer le bon bouton. Bon, je voulais remercier Laurent pour sa précision qu'on utilisait. Enfin, l'objectif, c'était plutôt utiliser des résidus de production. Et puis aussi remercier la présentatrice, surtout de devoir bien préciser les limites du travail enfin, ce que j'interprète un peu, effectivement, qu'il faut peut-être aller à une analyse des cycles de vie. Moi, j'aurais une question, c'est qu'est-ce qui sort du système? Bon, on a vu que le gaz carbonique, il était stocké, on n'en parle pas, mais quels sont les coproduits qui se retrouvent, entre guillemets, dans la nature ou pris en charge différemment? Donc, je pense qu'il y a de l'eau. Il y a de la méthanisation, donc je suppose qu'il y a du digestat. Qu'est-ce que vous en faites et quel peut être l'impact sur l'eau et sur les sols? Est-ce que vous avez regardé ça? Effectivement, il y a des coproduits qui sortent. Et, enfin, ce qui est, je pense, est un peu difficile à étudier, c'est qu'ils doivent dépendre de la biomasse qui va être utilisée initialement, puisqu'elles ne vont pas tout le temps entraîner les mêmes émissions, en même quantité ou même type de produit.
Au niveau de l'étude, on s'est principalement concentré sur le CO2, donc on n'a pas été étudier le reste des coproduits qui pouvaient exister sur la production de bioénergie, qui va aussi dépendre d'ailleurs du type de bioénergie qui est produit derrière. Ok, merci. Alors j'en profite pour dire une chose, c'est que l'Association française pour l'étude des sols organise avec la FAO tous les ans ce qu'on appelle la Journée mondiale des sols. Et donc c'est en décembre, et c'est en Hauts-de-France, et on va essayer de faire un peu le point sur tout ce qui est, je dirais, retour de matière organique issus d'industries agroalimentaires, dont notamment les produits de digestion et méthanisation. La méthanisation, c'est plus un sujet anodin en Hauts-de-France, et on va essayer de clarifier s'il y a oui ou non des impacts sur les sols, et déjà on en voit sur les tassements qui sont induits par ces pratiques-là, par l'épandage. Et il semblerait que ce ne soit pas neutre. Mais bon, je ne vais quand même pas dévoiler tout le thème, mais je vous invite simplement, ce sera autour du 5 décembre, regardez le site de la FES, que c'est comme ça qu'on l'appelle par ailleurs. Mais en complément à ta question, Bernard, quand tu utilises une centrale biomasse, en fait, tu vas te retrouver comme ça, tu as le même principe que les centrales thermiques, hein, sauf qu'au lieu de brûler du fioul, du charbon ou du gaz, tu brûles de la biomasse. Donc, nous, on a fait des mesures parce qu'on a des centrales qu'on est en train de convertir là, dans les Drômes. Et en fait, tu t'aperçois que le CO2, tu as du CO2 qui est émis, hein, mais après, c'est le bilan qui est à peu près nul sur l'ensemble du cycle, ce qui a montré clair. Mais après, par contre, tu améliores ta qualité d'air parce que tu n'as pas de SOx, de NOx, etc. Dans les NOx, on en a encore, mais tu as les installations des NOx qui sont là de toute façon sur les centrales thermiques, donc tu les as déjà. Mais du coup, tu améliores ta qualité d'air parce que tu as moins de particules fines et puis de polluants atmosphériques. Mais sinon, après, ça reste un peu le même principe qu'une centrale thermique classique, système de refroidissement. Voilà, c'est juste le combustible qui est différent. Il y a beaucoup de questions, là. Il va falloir qu'on aille un peu vite. Bertrand? Bonjour, Bertrand de Bruyne du CEREMA. C'est la première fois que je participe à ces intéressants travaux. Merci de m'avoir invité. Et en fait, ma question, je vois qu'elle a été posée dans le chat. En tout cas, j'ai l'impression que ça revient au même. C'est Laurent, vous disiez que les résidus, c'est des résidus qui étaient utilisés, donc ça n'avait pas d'impact sur la production alimentaire, par exemple, notamment. Mais je me dis que on enlève quand même une partie du carbone qui est dans un cycle normal, voilà. Et voilà, quel est l'impact, jusqu'où on peut aller à retirer du carbone dans le cycle normal du fonctionnement des sols, notamment. Oui, alors ça dépend si on parle de l'agricole ou pas, parce que si c'est des résidus agricoles, alors pour dire des résidus forestiers, oui, effectivement, parce que le résidu forestier, il reste en forêt et puis après, il va dans le sol. Et là, on en enlève une partie. Donc, il peut y avoir un impact sur la qualité des sols forestiers. Par contre, au niveau agricole, quand on récupère des résidus de pommiers ou de palmiers à huile, ou je ne sais pas, ou de colza, ces résidus, de toute façon, ils auraient été enlevés, ils auraient été soit brûlés, soit détruits, enfin, ils ne seraient pas forcément restés sur les sols. Donc, là, ça ne change pas grand-chose. Mais pour le volet forestier, oui, effectivement. Enfin, une question annexe, c'est peut-être, si on reste sur des résidus, est-ce qu'on ne restera pas sur un système marginal? C'est-à-dire, si on va avoir un effet significatif de puits de carbone, est-ce qu'il ne faudra pas passer quand même à des exploitations qui aillent au-delà de l'exploitation des résidus? Dans la théorie, oui, mais on s'aperçoit que ce que ça montre très clair, c'est que quand tu regardes des contraintes économiques, sociales et environnementales, tu ne pourras jamais passer à grande échelle, sauf sur quelques cas particuliers. Dans un contexte particulier où tu aurais une immense forêt que tu pourrais gérer de manière durable et qui peut approvisionner totalement ta centrale sans être en concurrence avec d'autres usages. Marc-Antoine? Oui, bonjour, merci pour l'exposé et l'étude, là, très intéressant. Ma question, c'est le GIEC, là, il a beaucoup insisté sur le BCCS, et donc ça veut dire qu'il s'est appuyé sur des études qui ont été faites dans ce domaine. Ma question est, comment votre étude, là, s'est appuyée sur le corpus d'études sur lequel le GIEC lui-même s'est appuyé? Et quelle articulation vous avez pu faire? Je laisse Claire répondre, mais elle a lu tout ce qui existait sur le sujet.
Tout ce qui existait, non, sûrement pas, parce qu'il y a énormément d'informations. Et puis en plus, ça demande différents domaines d'expertise, donc j'ai sûrement pas tout lu. Au niveau du GIEC, je suis repartie donc, de ce qu'eux ont pu déjà rédiger de leur côté au niveau de leur rapport complet qui ont pu être publiés, et d'analyse également, notamment par exemple de l'IDRI, sur ce que le GIEC a pu faire, des comparaisons avec aussi des rapports de l'IPBES aussi, pour le lien avec la biodiversité, etc. Ouais, c'est un problème important que pose Martin. Mais enfin, je rappelle que c'est la première fois que le GIEC en parlait et que ça reste encore assez expérimental pour l'instant. Moi, j'attends avec impatience les rapports numéro 2, les rapports numéro 3 du GIEC que nous aurons pour le milieu de l'année prochaine, qui vont nous expliquer quelles sont les stratégies d'atténuation et d'adaptation raisonnables qui nous permettraient de faire face aux difficultés actuelles. C'est là que nous allons voir effectivement si la synthèse des études qu'a pu faire le GIEC ouvre des voies optimistes pour le futur ou montre que nous sommes face à beaucoup d'impasses. Il y a une autre impasse qui n'a pas été ajoutée, je voulais signaler, c'est que sur les stockages en profondeur, aujourd'hui, ça ne marche pas à cause du prix de carbone. Et il y a des grandes industries comme les cimenteries qui ont été confrontées à ce problème, qui ont abandonné. Donc, il y a à la fois des problèmes d'eau, et il y a aussi des problèmes économiques qui font que la viabilité de ces dispositifs aujourd'hui elle est très problématique. Oui, et Marc-Antoine, c'est comme tous les scénarios prospectifs, et ce que je disais tout à l'heure, demain on rase gratis, c'est qu'en 2050, c'est assez facile de dire qu'on va faire tant de mégawatts de bioénergie et de gigatonnes stockées, etc. Et sur des hypothèses un peu par règle de 3 à la louche. Et après, quand on rentre un peu dans le détail sur les contraintes techniques, environnementales, sociales et économiques, on voit qu'on réduit fortement la voilure. Et c'est pour ça qu'on disait que toutes ces cibles paraissaient très ambitieuses, quels que soient les scénarios, et que ça allait être très difficile de les atteindre. Et pour donner un exemple, il y a bien l'ADEME qui a sorti un scénario 100% ANR en 2050 en France. Et ça, j'aimerais bien voir comment il serait fait ce scénario. Mais voilà, donc c'est toujours possible en 2050 de faire des projections ambitieuses, mais après, quand on se confronte à la réalité du terrain et puis qu'on commence à creuser vraiment projet par projet, techniquement, économiquement, environnementalement et socialement, la faisabilité du projet, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, enfin, j'ai pas lu complètement le rapport du GIEC, mais il y a combien d'études sur ce domaine-là qui ont été à la base du projet du GIEC? Je sais pas, est-ce que c'est une question de 10 études, 100 études? J'ai aucune idée de sur quoi ils se sont appuyés. Et autrement dit, d'où l'intérêt de ce que vous faites, si vous voulez. Parce que comment ça se situe par rapport à tout ce qui a déjà été produit dans la nature, c'est pour donner de la valeur à ce que vous faites, si vous voulez, ce qui est fait là. Alors ça, je ne sais pas au niveau du GIEC, sur le nombre d'études sur lesquelles ils sont appuyés. Il faut regarder dans leur chapitre, là, sur les listes de références. Mais bon, généralement, il y en a quand même au moins minimum une cinquantaine dans chaque chapitre. Mais bon, après, même si on a une cinquantaine, ça va être peut-être 50 petits projets isolés dans le monde et qui ne sont pas forcément représentatifs d'une tendance à grande échelle, déploiement d'une technologie à grande échelle. Dans le précédent rapport du GIEC, Marc-Antoine, j'avais l'impression que c'était quand même plutôt expérimental, que c'était une solution qui restait à expertiser que présentait le GIEC, qui montrait que possible, mais qui restait à expertiser. Moi, c'est le sentiment que j'en avais retiré. C'est pour ça que j'attends avec impatience le prochain rapport pour voir si on a progressé. Oui, mais ce qui reste à vraiment tester de manière complète et puis valider de manière complète, c'est le cycle complet, parce qu'on a plein d'éléments sur la partie production de biomasse, on a plein d'éléments sur la production d'énergie, il y a pas mal d'éléments sur la partie CCS, mais quand on fait les trois bout à bout, où on fait un système qui soit complet, autonome et économiquement rentable, ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Et c'est ce que Claire a eu du mal à trouver. C'est un exemple, d'ailleurs, on n'a pas eu d'exemple français d'un vrai CCS. On a un exemple français de production de bioénergie, de CCS, de production de biomasse, mais pas de chaîne complète.
Enfin, je crois qu'on peut remercier Claire au moins de nous avoir aidé à y voir clair dans ce dossier qui est très compliqué et qui est foisonnant. Parce que... En effet. Une dernière question pardon, de Diane et après on va pouvoir clôturer. Ouais, moi je reviens sur l'exemple anglais qui à la fois est intéressant et pas intéressant à mon avis, parce qu'au fond la biomasse, c'est une façon, on prend le CO2 qui a été bouffé par les arbres et puis on fait de l'énergie avec un impact CO2 relativement faible. Donc il ne faut peut-être pas le contester. Par contre, est-ce que c'est le meilleur exemple de capture de CO2 sur un projet de biomasse? Je pense que finalement, peut-être pas. C'est-à-dire que c'est peut-être plus intéressant de capturer du CO2 sur d'autres, les cimenteries ou je ne sais pas quoi, qui vont être à un endroit précis, qui pourront peut-être s'installer justement là où c'est facile de capturer ce CO2. Et donc, alors que la biomasse, on peut en faire un petit peu partout, dans le monde entier, etc. Et peut-être là où il y a des forêts, et ne pas être obligé de déforester, enfin de piquer à l'agriculture. Donc, je dirais de demander à la forêt ou à l'énergie à partir de biomasse de capturer en plus, c'est-à-dire d'être complètement négatif, ça serait déjà pas mal si elles étaient à peu près équilibrées. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai du CO2 et je produis de l'énergie sans en fabriquer. Et donc, pour moi, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Il faut peut-être séparer au contraire parce qu'évidemment c'est un endroit, c'est pas forcément le meilleur endroit pour aller capturer le CO2 derrière, c'est là où est la biomasse. Si transporter de la biomasse ça coûte très cher, donc voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant, hein, mais j'ai regardé effectivement par rapport à la production d'énergie en Angleterre, on est à moins de 1% effectivement de production d'énergie et il faut tous les pellets qu'on pourrait produire en Angleterre, donc on est très très loin du problème, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans l'ordre de grandeur. Voilà. Mais voilà, je m'arrête là. Bien, on va peut-être arrêter là. Enfin, au moins, ça a ouvert la discussion. Hein. On va voir ce qui va être dit dans les rapports numéro 2 et numéro 3 du GIEC, comme je l'ai dit, qui sont les rapports fondamentaux pour voir un peu quelles sont les stratégies d'atténuation et d'adaptation qui peuvent raisonnablement être proposées pour rester dans les scénarios du GIEC. Voilà, donc on va pouvoir finir du coup cette session. Vous remerciez tous d'avoir participé à ces échanges. On voit que ça vous intéresse et du coup, là, la publication est finalisée, donc on va pouvoir la mettre en ligne et vous pourrez donc, on vous a ouvert l'appétit en quelque sorte pour dévorer ce livre, cette publication et on espère, n'hésitez pas à nous faire vos retours également. Hein. Je tiens encore une fois à remercier Claire pour ce brillant travail durant ces 6 mois. Ce fut un plaisir de te co-encadrer. Encore merci une fois aussi à EDF et à Laurent notamment pour de nous avoir aidés, épaulés et avoir pris en charge Claire pendant ces 6 mois. Ce fut un plaisir également de travailler à tes côtés. Et puis voilà. Eh ben, donc, à bientôt. Merci à tous pour avoir suivi. Et puis, dès que le document est disponible, Alexandre vous en informe. Ouais, on enverra un petit mail à tous ceux qui ont pu participer du coup. Et puis de toute façon, ça circulera dans le réseau PFE. Hein, donc, vous pourrez avoir accès à la publication librement. Voilà. Allez. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.